Christophe Barbier, bonjour. Bonjour Elena, bonjour à tous. Et oui, c'est votre édito, comme chaque lundi matin, comme chaque semaine. Alors on va peut-être commencer par ce qui se passe sur la scène internationale et notamment ces négociations directes désormais entre les États-Unis et le Hamas, le groupe terroriste un petit peu finalement dans le dos entre guillemets de l'État d'Israël, même si on l'a appris ce matin apparemment les deux pays, Israël et les États-Unis, vont se mettre d'accord concernant toutes les négociations avec le Hamas. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On entre dans la nouvelle diplomatie telle que Trump la pratique. On a vu sa rapidité, sa vélocité, voire sa brutalité dès les premières semaines. Il obtient des résultats extrêmement rapides, mais en piétinant évidemment tous les codes. Cette diplomatie, elle a un nom, elle a un adjectif. C'est la diplomatie transactionnelle. C'est ainsi qu'elle est définie par les Trumpistes, notamment ceux qui sont chargés par Trump d'aller négocier sur la planète la sécurité. Ça veut dire quoi la diplomatie transactionnelle ? C'est comme une transaction entre commerçants. C'est comme une affaire économique. C'est un deal, disent les Américains. Donc on affirme des choses qu'on sait ne pas pouvoir tenir, mais c'est pour voir comment l'autre va dévoiler ses cartes. On exige beaucoup parce qu'on sait qu'on va devoir céder. On peut mettre des taxes le lundi et les retirer le mardi, mettre des menaces le mercredi et les retirer le jeudi. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est comme au poker, c'est à la fin, quel est le résultat, qu'est-ce qu'on a comme carte en main et qui a gagné. C'est de cela dont il faut s'imprégner parce que nous sommes habitués, nous, à une diplomatie qu'on appelle viennoise, c'est-à-dire héritée du congrès de Vienne de 1815. Et cette diplomatie à la viennoise, c'est une diplomatie où on dit franchement les choses. On dit pas tout, mais quand on s'est engagé, on s'est engagé. C'est pas du bluff. Et donc, vous voyez, ça change complètement la donne. Aujourd'hui, nous avons là-bas cette négociation directe entre Adam Boehler, l'envoyé de Trump, et le Hamas. L'envoyé de Trump nous dit, c'est bon, ça avance. Voilà les propositions, 50 cessez-le-feu, 0 tunnel et un contrôle américain ou autre sur place pour vérifier que le Hamas n'a pas d'activité militaire ni politique. Sur le terrain, sur le papier, ça peut sembler quelque chose d'acceptable comme base de discussion. Mais on ne sait pas si c'est vraiment ce qu'a proposé le Hamas, si c'est ce que les Américains demandent au Hamas de proposer ou d'accepter, ou si c'est ce que les Américains disent aux Israéliens, pour voir comment les Israéliens, par rapport à cela, qui reste hypothétique, réagiraient. Donc vous voyez, c'est un jeu de poker menteur qui n'est pas du tout à notre habitude. Pendant ce temps-là, les Américains n'empêchent aucunement les négociations officielles à Doha de se tenir. Donc la diplomatie habituelle, elle continue son cours. C'est seulement à la fin qu'on verra le résultat. J'ajoute même un troisième niveau de diplomatie. C'est que Trump s'adresse à la fois au monde arabe et à l'extrême droite israélienne quand il dit « sur Gaza, ça avance. Mon plan pour en faire une Riviera, ça avance. » C'est pas du tout du bluff. Quand on regarde notamment la fameuse vidéo qui avait été fabriquée par intelligence artificielle, on a l'impression que c'est pas seulement du bluff, que c'est du délire. Pour lui, non. C'est un des éléments de cette diplomatie transactionnelle où on met sur la table des tas de jeux différents dont une bonne partie de cartes sont complètement faussées, mais dont d'autres cartes sont de vrais atouts. Et Donald Trump a le même comportement d'ailleurs avec l'Ukraine, finalement négocier sans l'Ukraine avec Vladimir Poutine. Et ça se passe en Arabie Saoudite, la négociation sur l'Ukraine aujourd'hui, elle s'ouvre là-bas. C'est-à-dire qu'il a complètement déplacé le terrain, là où d'habitude on faisait des conférences de paix, Genève, Vienne, l'Europe, éventuellement les États-Unis, c'est fini. Il emmène cela sur un terrain tout nouveau, l'Arabie Saoudite. Et ça veut dire beaucoup pour l'Europe aussi, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais pour rester sur un petit peu la scène internationale et le Proche-Orient, concernant la Syrie. Alors vous l'avez vu, ces 5 derniers jours, Christophe, il y a eu des massacres anti-chrétiens, anti-alaouites, menés lors d'affrontements entre les forces syriennes actuellement au pouvoir et des anciens du régime de Bachar el-Assad. On a entendu ce week-end François Fillon qui a accusé le nouveau pouvoir de complicité et qui a appelé Emmanuel Macron à agir. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement en Syrie là ? Il y a 3 phénomènes mêlés en Syrie. D'abord, il y a un phénomène d'épuration. Le nouveau pouvoir continue à pourchasser tous ceux qui ont servi l'ancien pouvoir. Classique quand il y a des guerres civiles et des changements de régime. Face à cela, il y a un deuxième phénomène qui est un phénomène de rébellion. Les Alaouites pro-Bachar el-Assad n'ont pas dit le dernier mot. Ils se révoltent visiblement sur cette zone côtière qui est leur fief. Troisièmement, il y a un phénomène qu'on peut appeler, selon les plus pessimistes, épuration ethnique, en tout cas de massacre à l'occasion de ce conflit de pouvoir. Certains en profitent pour faire de l'épuration ethnique qui vise les Alaouites et aussi les chrétiens. Épuration ethnique et religieuse. La seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'on a fait confiance un peu trop vite,
Mais avait-on le choix au nouveau pouvoir en place, au nouvel La France a homme fort. reconnu trop vite, selon vous, le nouveau pouvoir. La France, l'Europe, l'Occident globalement a reconnu très vite le nouveau pouvoir parce qu'on n'avait pas tellement le choix. Il fallait avoir un contact pour gérer nos intérêts, pour voir si on pouvait contrôler un petit peu. On a spéculé sur une évolution positive vers, non pas la démocratie, mais vers la raison de ce pouvoir. On se rend compte que peut-être on va vers des scénarios plus pessimistes. Soit un pouvoir dictatorial islamiste qui se réveillera et qui se révélera dans quelques mois comme il était il y a quelques années, c'est-à-dire un des bras armés de l'islamisme. À l'époque, c'était l'État islamique, ça s'appellera autrement. Ou bien une situation à la libyenne, c'est-à-dire où personne ne contrôle tout le territoire, où tout le monde est dans un enchevêtrement tribal, et ça sera évidemment une bombe en plein Proche-Orient. Parce qu'on a l'impression, c'est vrai, à écouter le nouveau dirigeant syrien, Ahmed El-Shara, que lui, on dit que c'est un ancien islamiste, mais écoutez ce qu'il dit un petit peu sur la scène internationale, on a l'impression qu'il ne veut pas que ça reste comme ça. D'ailleurs, il a diligenté une enquête pour faire la lumière sur ses exactions. Oui, il a diligenté une commission d'enquête indépendante, dit-elle. Ben, on va attendre de voir. Ça veut dire quoi, indépendante? C'est des Syriens, c'est des membres de pays étrangers, c'est des ONG, des humanitaires, on va voir. Il est très bon en communication, depuis toujours. Il change son look, il change son nom, il fait des vidéos formidables, et quand il prend la parole, nous les Occidentaux, nous disons, bah quand même, il est pas mal. Ça prouve qu'ils peuvent changer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce qu'il est sincère? Et en effet, il fait rentrer ce pays dans un moment de modernisation, d'adoucissement, venu de l'islamisme le plus terroriste. Il peut évoluer. On a vu d'autres leaders faire ainsi. Ou bien est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est de la dissimulation? Est-ce qu'il est en train de nous endormir pour mieux nous frapper plus tard? Seul l'avenir le dira. On voit qu'Israël est beaucoup plus vigilant, beaucoup plus prudent, beaucoup plus sceptique, par nature, si j'ose dire, depuis la création de cet État, tandis que l'Occident a toujours tendance à être optimiste. Est-ce qu'être optimiste, c'est être iréniste, angélique, naïf? Là encore, on ne le saura que plus tard, en espérant que plus tard, ça ne sera pas trop tard. Et c'est pour ça que l'État hébreu, d'ailleurs, reste stationné à la frontière avec la Syrie, à certaines positions. Et qu'ils ont détruit beaucoup d'armes avant que ce nouveau pouvoir ne s'en empare. En tout cas, en France, il y a eu beaucoup de réactions, évidemment, d'instrumentalisation peut-être par la droite et l'extrême droite, Christophe. Oui, bien sûr. Ça résonne dans notre pays. Chaque fois que les chrétiens d'Orient sont frappés, et ils le sont très souvent, il y a une exploitation politique en France. Elle est à la fois sincère, parce que c'est bien que ces gens soient défendus, que ces chrétiens soient défendus. Et en même temps, il y a toujours des arrière-pensées. François Fillon, qui voit que Retailleau, son ex-poulain, prend la main sur la droite, voudrait infuser ces idées-là. Et puis d'autres, à l'extrême droite, se disent on a des difficultés sur le plan international, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à Trump, à Poutine. Cette extrême droite, elle dit il y a un sujet sur lequel on peut communiquer clairement et on sera entendu, il n'y aura pas de doute chez nous, c'est la défense des chrétiens d'Orient. Ils méritent d'être défendus. Évidemment, il faut se méfier des arrière-pensées électorales. Alors, comment se positionner face à Donald Trump et à Vladimir Poutine? C'est la grande question en ce moment, le débat sur la défense et son financement. La classe politique se divise en France sur le passage à l'économie de guerre, justement. Et comment financer cette guerre? Est-ce qu'on se dirige vers une troisième guerre mondiale, Christophe? Quelles sont les divergences, finalement? Alors, les divergences sont quand même profondes. Pas tellement sur la nécessité de dépenser plus pour l'armement de la France et de l'Europe. Ça, tout le monde est d'accord. Sur les chiffres, passer de 50 à 100 milliards au lieu de 50 à 68 milliards d'ici 2030, tout le monde est d'accord. Le pourcentage du PIB dévolu à l'armée, c'était 7,5% en 1953. On avait la guerre d'Indochine, on avait les débuts de la guerre d'Algérie qui allaient arriver. C'est tombé à 1,6 en 2013. Il n'y avait plus de risques, il n'y avait plus de menaces, il n'y avait plus d'Union soviétique. Là, on voudrait remonter à 3,5, certains disent 5%. Vous voyez, c'est quand même des masses qui sont raisonnables. Mais comment on finance? Et là, personne n'est d'accord. Ceux qui veulent augmenter les impôts, il y en a très peu. Ceux qui veulent puiser dans l'épargne des Français en créant un livret spécial, ça, ils sont plus nombreux et ça fait consensus. Et puis, il y a une troisième question qui, elle, déchire déjà le pays. Est-ce qu'il faut diminuer le confort de notre modèle social pour financer les retraites? C'est ce que dit François Bayrou, je crois. Et oui, les dividendes de la paix. Ce qu'on a appelé les dividendes de la paix, c'est quoi? C'est comme on n'avait plus à construire des chars et des avions face à l'Union soviétique qui n'existait plus, on a fait la retraite à 60 ans, on a fait les 35 heures, on a fait le quoi qu'il en coûte, on a fait le tiers payant plafonné, etc. On a donné plein d'avantages sociaux aux Français. Est-ce qu'il faut les retirer pour refaire des dépenses militaires? Certains disent oui, on n'y échappera pas. D'autres disent attention, c'est plus compliqué, il faut faire autrement. Bayrou est sur cette position un peu mitigée. Et puis toute la gauche, les syndicats disent non, vous ne touchez pas à notre modèle social. Ce n'est pas aux retraités, aux travailleurs, aux handicapés de payer pour qu'on ait une armée. Ce débat est loin d'être fini, il sera au cœur de 2027. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus d'armes finalement apportées par les Européens sont américaines.
Oui, c'est-à-dire que les pays européens qui se sont réarmés depuis quelques années, on pense notamment à l'Allemagne qui a changé complètement de philosophie militaire depuis que Poutine est dangereux. Ces pays se sont d'abord tournés vers les Américains. Pour deux raisons. D'abord parce que dans la compétition commerciale, ils sont meilleurs que nous. Oh, pas que leur prix soit plus faible, mais ils savent mieux tordre le bras des acheteurs ou leur promettre peut-être des compensations. On est un peu naïf de ce côté-là. Et puis deuxièmement, ces pays européens se sont dit, bon, il y a un truc qui durera toujours, c'est le parapluie américain. Avec l'OTAN ou une OTAN revisitée. Mais bon, l'Amérique protégera toujours l'Europe, il faut qu'on achète américain. Et ils se retrouvent piégés, ces pays. Parce que non seulement l'Amérique, sous Trump, a envie de se retirer de l'Europe, mais elle dit à ses clients, attention, si vous voulez utiliser les avions que vous nous avez achetés sans notre autorisation pour des conflits que nous n'approuvons pas, nous pouvons vous couper les vivres. Plus de pièces détachées, plus de maintenance électronique, vos avions ne voleront pas. Le général de Gaulle le disait. Le général de Gaulle disait, il faut vendre des armes à nos possibles ennemis parce qu'on les tient par les pièces détachées. La maintenance fait que l'autre, il hésite à vous déclarer la guerre parce que sinon, il ne sait plus faire marcher ses tanks et ses avions. Alors, on parle de divergence en France, effectivement, Christophe. L'extrême droite, notamment, reproche au président de la République d'être va-t-en-guerre. Que répondre à cette accusation ? Il faut répondre à cette accusation que c'est exactement l'inverse. Il faut se rappeler du vieux dicton de la Rome antique, civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. S'armer, mettre plus d'argent dans le militaire, construire une défense européenne, ce n'est pas pour faire la guerre à la Russie, ce n'est pas pour attaquer la Russie comme Napoléon, puisque Vladimir Poutine a comparé Macron à Napoléon. C'est justement pour ne pas avoir à faire la guerre. Une Europe bien armée, c'est une Europe que Poutine n'attaquera pas. Une Europe désarmée, c'est une proie. Une Europe vulnérable, c'est un appel à l'agression. Le fruit est mûr, cueillons-le. Voilà ce que pourra dire Poutine ou son successeur. Tant qu'on est armé, on est dissuasif. Quand on est dissuasif, on ne nous attaque pas. Nous en profitons en France avec la dissuasion nucléaire, même si on ne sait pas sur quel territoire ce parapluie s'étend. Les autres Européens en ont profité avec l'OTAN, le fameux article 5. On est attaqué, tous les pays de l'OTAN viennent à la rescousse, dont les États-Unis. Nous sommes donc inattaquables. C'est cela qui est en train de se diluer. Il faut être bien armé pour être sûr de ne pas faire la guerre. Par ailleurs, rappelons aux Français que si guerre il y avait, elle serait avec des drones, avec de la cyberguerre, avec du spatial. Les vagues de conscrits qu'on envoie sur les champs de bataille comme chair à canon, à l'époque 1914 ou 1812, c'est terminé. Ce n'est plus la guerre moderne. D'ailleurs, Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, réclame de l'argent pour la cyberguerre, les drones, le spatial. Il ne réclame pas de l'argent pour construire des casernes et mettre des gamins dedans. Alors Christophe, je voulais aussi vous faire réagir très rapidement à ce qui s'est passé ce week-end. Vous le savez, la manifestation pour la Journée internationale du droit des femmes. Les femmes juives féministes ont encore une fois été exclues du cortège officiel. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Eh bien, on voit que le féminisme est continuellement gangréné par deux phénomènes, la politique et l'antisémitisme. La politique qui fait qu'entre gauche, extrême gauche, droite, on a eu des cortèges aussi séparés. Et puis, l'antisémitisme a abouti à une manifestation pro-Hamas avec des slogans hostiles à Israël la veille, manifestation interdite par le préfet, rétablie par la justice, et le lendemain, à cette mise à l'écart, alors les CRS vous diront, à cette mise sous protection de celle qui disait « nous vivrons » et celle qui voulait rappeler les viols du 7 octobre. Le mal est toujours là, près de 2 ans après les massacres. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve demain matin sur Radio J avec grand plaisir. Radio J, retrouve